Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne et président de l'URD, a accordé un entretien à notre correspondant à Bamako. Bonjour Monsieur Cissé. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour parler un peu d'actualité. L'équipe de RP Media vous remercie. Nous avons quelques questions à vous poser. La première déjà, c'est par rapport à l'actualité du Premier ministre. Il vient d'effectuer une visite à Alger. Est-ce qu'il faut continuer à aller chercher les solutions aux problèmes maliens ailleurs? Non, je vous remercie d'abord. Je voudrais saluer toute l'équipe d'RP Media, saluer vos auditeurs, vos téléspectateurs. Et vous faites du très bon travail. Je tiens vraiment à vous féliciter, à vous encourager. C'est vrai que l'actualité malienne est dominée ces derniers temps par le nouveau gouvernement, un gouvernement que j'ai jugé à un moment pléthorique, et un gouvernement qui voit son 5e Premier ministre. Il est évident que, comme vous dites, on ne doit pas chercher des solutions ailleurs. Ailleurs, on a des solutions complémentaires. Je pense honnêtement que avant d'aller en Algérie, le Premier ministre aurait, à mon avis, été avisé d'abord de faire le point avec les protagonistes ici, avant d'aller voir le médiateur, ce qui est normal de voir le médiateur ou le facilitateur, je pense que c'est le mot. Une rencontre au sein du comité de suivi des accords, une rencontre avec la classe politique, une rencontre avec les forces vives de la nation, lui aurait permis certainement de dégager l'ensemble des problèmes pour que, avec l'Algérie, s'il le faut, on puisse en discuter. C'est la démarche que j'aurais privilégiée. Il a prévu une autre démarche. Nous attendons d'avoir les résultats de cette démarche. Vous parlez de solutions complémentaires. Concrètement, ça consiste en quoi? Non, je n'ai pas dit de solutions complémentaires. Je dis que de problèmes. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des solutions qui seront là. À lui de voir avec les Algériens après s'il y a d'autres solutions. Mais ce que je vais dire intrinsèquement pour mieux me faire comprendre, c'est qu'avant d'aller discuter avec les partis extérieurs, il aurait fallu discuter d'abord à l'intérieur, avec d'abord un comité de suivi des accords qui existe, qui est là, qui réunit les mouvements, qui réunit le gouvernement, qui réunit les partenaires qui nous aident. Il y a aussi la classe politique, que ce soit la majorité et l'opposition, et la société civile. Je crois que tous les Maliens sont concernés par les accords. Le Premier ministre devrait prendre d'abord la mesure de la situation au niveau du Mali, des protagonistes, et ensuite discuter avec les Algériens et voir si les solutions qui peuvent être dégagées par ces interlocuteurs à l'intérieur peuvent être complétées éventuellement par des suggestions de la partie algérienne. C'est ce que j'ai voulu dire plus précisément. La démission du général Cinco, en tant que chef de file de l'opposition, quelle analyse faites-vous? Non, le chef de file de l'opposition n'a rien à voir avec sa démission. C'est un officier de l'armée. Les textes de l'armée prévoient qu'il peut démissionner. Et le gouvernement, en prenant acte, le radie de l'armée. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui est constant, c'est qu'un officier, s'il veut s'engager en politique, il doit quitter l'armée. Et je crois que je constate seulement qu'il a quitté l'armée. Maintenant, ceci dit, en tant qu'opposant, en tant que chef de file de l'opposition, cela nous conforte dans notre position de dire que le gouvernement actuel et le président, en conséquence, a échoué sur toute la ligne. Le général Cinco était un militaire et surtout était un ministre de ce gouvernement. Le général Cinco, à un moment donné, a supporté le président de la République. Si des supports aussi importants, aussi symboliques quittent le navire, ça nous conforte dans l'idée, dans notre jugement, que les choses vont mal. Ça nous conforte dans notre jugement que la réussite n'était pas là et que l'échec est patent. Cela vient seulement ajouter du grain à notre moulin et qui prouve que nous étions sur la bonne voie et que notre jugement est un jugement qui est apprécié aujourd'hui au-delà des rangs traditionnels de l'opposition. De plus en plus de Maliens restent convaincus aujourd'hui que la situation est mauvaise et le général Cinco vient s'ajouter à
à ce grand, à les pages de Maliens qui pensent que ça va mal. La dynamique des élections est également lancée. Est-ce que faites-vous confiance aux autorités pour respecter les échéances? Non, la dynamique des élections est lancée, comme vous dites. Nous nous organisons en conséquence. Et nous avons demandé au gouvernement, bien avant ce remaniement, un certain nombre de choses. D'abord, il faut que les élections se tiennent à date et que les élections soient crédibles et transparentes. Pour cela, il y a un certain nombre de choses importantes à faire. Il faut faire l'audit des fichiers. Il faut faire en sorte que les gens aient des cartes NIDAM. Il faut que la CENI retrouve vraiment son rôle d'arbitre et d'organisateur des élections. Il faut qu'on discute sur tous ces aspects, l'organisation des bureaux de vote, les Maliens qui sont à l'extérieur, comment ils vont voter, comment ils vont avoir leur carte d'électeur, la répartition dans les bureaux de vote. Il y a un certain nombre de travail technique qui doit être fait pour s'assurer que les élections soient transparentes. Les problèmes de centralisation, il y a énormément de problèmes et je crois que ceci doit être fait. Maintenant, sur la date des élections, sur la confiance qu'on a, nous sommes obligés de faire confiance au président de la République. Le président de la République a dit à tous les Maliens, de façon solennelle, il a dit devant la communauté internationale que les élections auront lieu à date. Le Premier ministre qui vient de nommer l'a confirmé. Mais nous sommes comme Saint Thomas, nous allons croire ce que nous allons voir. Et je crois que c'est dans ce sens que nous organisons, c'est dans ce sens que nous travaillons. Nous sommes obligés de dire à ce niveau-là que le président de la République, il sera suivi par nous pour que les élections soient faites à bonne date. Pourquoi? Parce que si les élections ne sont pas faites à bonne date, comme vous le dites tout à l'heure, ce sera l'aventure. Et nous ne voulons pas que le Mali se retrouve dans une autre crise. Le Mali ne mérite pas d'être dans une autre crise. Nous avons une crise qui a assez duré, où ceux qui nous gouvernent ont été incapables d'amener un minimum de résultats positifs. C'est pour ça qu'il faut des élections. Il faut que l'alternance qui est nécessaire puisse s'installer pour que nous puissions avancer. C'est pour ça que nous n'avons pas de plan B. Le seul plan qui existe à l'opposition, c'est les élections crédibles, transparentes et à bonne date. Je tiens à insister sur cela. Nous ne faisons pas d'autres hypothèses, parce que d'autres hypothèses, c'est donner le champ à l'aventure. Et le Mali ne mérite pas de tomber encore dans une autre aventure. Au Mali, l'armée française au Mali est là à la demande du Mali. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, en 1961, le président Modibo Keïta a demandé à l'armée française de partir et l'armée française est partie. En 2013, le président Djonkunda a demandé à l'armée française, à travers la mission Serval, de venir au Mali parce que les djihadistes étaient déjà à Konna et qu'on risquait d'être envoyés à partir de Konna, d'abord Mopti, Ségou et peut-être même Bamako. Le Mali était en danger. L'armée française et le président français ont répondu à l'appel et les djihadistes qui envahissaient le Mali ont été repoussés jusqu'au niveau de Kidal. Nous savons que à partir de Kidal, il y a eu un malentendu entre l'armée française et l'armée malienne qui voulait aller à Kidal. L'armée française a empêché l'armée malienne d'arriver à Kidal. C'est un contentieux qui est là, une incompréhension qui est là entre les Maliens et les Français. Le président Hollande est venu au Mali. Les Maliens ont été très heureux, on lui a accordé un accueil extraordinaire, tant à Tombouctou qu'à Bamako. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça a été apprécié. Ensuite, la mission française a changé. Il y a eu la mission Barkhane, qui cette fois-ci comprend pratiquement tout le Sahel. Le Tchad, le Niger, le Mali, la Mauritanie, je pense, étaient concernés et les forces Barkhane sont en train de faire un travail dans le nord du Mali. Malheureusement, il y a eu des morts du côté malien. On a eu cette bavure des 11 Maliens qui ont été tués dans le nord du Mali. Mais il y a eu aussi, bien sûr, malheureusement, des enfants français qui sont morts au Mali. Plusieurs, malheureusement. Le premier a été emblématique et nous ne pleurons tous
et nous regrettons tout ce qui a été fait. Elle dit que la France elle-même a perdu des enfants ici, a perdu des moyens ici, bien qu'il nous ait aidés aussi à sortir de la situation qui est là. Maintenant, les appréciations sont diverses sur le rôle de l'armée malienne. Ce que je peux dire qui est important, nous à l'opposition, il est évident que nous n'avons pas tous les éléments pour tout apprécier. Mais ce qui est constant, c'est que le gouvernement du Mali a signé avec la France en toute liberté, en toute indépendance et en toute responsabilité un accord de défense avec la France. Aujourd'hui, certains demandent parmi les Maliens que l'armée française s'en aille. Le moyen le plus simple pour que l'armée française s'en aille, c'est au gouvernement malien de dire que l'armée française aujourd'hui ne fait pas son affaire, ne fait pas l'affaire du Mali et demande éventuellement son départ, une réorganisation de son intervention au Mali. À l'opposition, nous n'avons pas beaucoup d'éléments, à part des coupures de presse, à part ce que nous apprenons par-ci, par-là, mais je crois que en toute responsabilité, c'est à nous de voir que les choses se passent bien. Et cela n'empêche pas de dénoncer ou de regretter certains faits. Nous avons tous regretté le fait que l'armée française ait empêché l'armée malienne en 2013 d'aller jusqu'à Kidal. Ceci est réel. Nous avons tous regretté les bavures qui ont eu lieu quand les Maliens qui étaient pris en otage ont été tués. Mais nous avons aussi pleuré avec les Français, les enfants français aussi qui sont morts chez nous et les difficultés qu'il y a eu. Et nous avons apprécié en 2013 ce qui a été fait. Voilà donc une appréciation qui peut être mitigée dans le temps, en fonction de l'époque, en fonction de la situation. Il a été apprécié ou non apprécié l'effectivité de l'intervention française au Mali. C'est un problème important, c'est un problème que nous devons discuter, mais c'est un problème qui appartient au gouvernement de discuter. En tant qu'opposants, nous n'avons été ni sollicités au moment de la première intervention, ni sollicités au niveau des accords de défense, d'ailleurs que nous n'avons pas pu avoir, a fortiori, le partager et l'avoir discuté. Et voilà ce qu'il y a, mais ce que je veux conclure, c'est que la défense du territoire malien revient aux Maliens. Nous devons tout faire pour que nos femmes aient les moyens réels en formation, en hommes, en matériel, oui, et le moral nécessaire, et le soutien nécessaire pour que les femmes soient les seules à défendre notre territoire. C'est notre ambition et je suis sûr que c'est la mission de tous les Maliens que nos femmes, dont nous sommes fiers, dont nous devons encore être plus fiers, puissent reprendre le drapeau et puissent défendre notre territoire comme cela se doit. N'avez-vous pas échoué à maintenir la cohésion au sein du collectif Ante-Abana? Non, je ne suis pas comptable au nom d'un échec au niveau du collectif. Nous sommes, en tant qu'URD, partie prenante du collectif. Nous n'étions pas les dirigeants du collectif. Ce qui est sûr, c'est que ce collectif est à saluer. Nous avons pu, peut-être pour une première fois, réunir d'une façon extraordinaire des partis politiques, des syndicats et des jeunes organisés à travers des associations. Ce qu'il faut d'abord souligner, c'est le succès extraordinaire de cette plateforme. Nous avons réussi à faire des marches, nous avons réussi à sortir et surtout nous avons réussi à maintenir cette cohésion dans la non-violence. Je souligne le fait qu'il n'y a pas eu de violence. C'est important parce que c'est difficile de trouver un pays au monde où on peut sortir 500 000 à 1 million de personnes contre un gouvernement, je dis bien contre un gouvernement, et qu'il n'y ait aucun feu rouge cassé, aucune branche d'arbre cassée, aucune voiture brûlée. Je crois que c'est à saluer et je salue très fortement tous les jeunes qui se sont mobilisés, qui ont été extrêmement responsables. Il y a un combat qui était là, ce combat, on a réussi, c'est important. D'autres combats vont venir et on va certainement réussir d'autres combats. Aujourd'hui, les difficultés réelles existent, comme vous l'avez souligné, mais ce n'est pas des échecs. C'est des difficultés qu'on peut résoudre, c'est des problèmes de leadership. Et je crois qu'aujourd'hui, de ce que j'en sais personnellement,
énormément de conciliabules et d'échanges ont été faits. Moi-même, j'ai reçu quelques jeunes. Et je pense qu'on est sur la bonne voie pour sortir de cette crise qui existe. Mais ceci n'est pas grave. C'est aussi une crise de croissance. À un moment donné, les ambitions s'aiguisent et chacun veut faire mieux et plus de ce qui a été fait. Nous allons vers d'autres combats. Nous allons vers d'autres objectifs. On se mettra très vite sur les objectifs. Il est évident que les problèmes de sécurité, des problèmes de bonne gouvernance, mais surtout des problèmes d'alternance au niveau du pouvoir sont des objectifs qui sont posés et qui sont partagés par l'ensemble des jeunes. Encore quelques réglages et je pense que le combat va continuer. Diriez-vous que l'AEM peut mieux faire ou c'est carrément une organisation à dissoudre? Non, je crois qu'il faut d'abord que les responsables qui nous gèrent au niveau du gouvernement prennent les responsabilités d'abord vis-à-vis de l'école. Le problème, c'est d'abord l'école. Quelles sont les perspectives? D'abord pour avoir un enseignement digne aujourd'hui de notre pays, digne des temps modernes. Ceci est très important. La deuxième chose, quelles sont les perspectives pour les enfants quand ils sortent de l'école? Là aussi, il faut leur proposer quelque chose. La troisième chose, c'est l'organisation des élèves eux-mêmes. Il faut parler avec les élèves, il faut parler avec les parents d'élèves. Et je crois que j'ai été très désolé de voir le président de la République, le ministre de l'Enseignement supérieur se plaindre comme si ce n'étaient pas eux les responsables du pays. Ils se plaignent à qui? Les solutions vont venir d'où? Le président se désole, la ministre se désole, et puis on se demande à qui ils s'adressent, comme s'ils ne s'adressaient pas à eux-mêmes. Ils doivent s'adresser à eux-mêmes. Aujourd'hui, nous devons avoir une association des élèves et étudiants responsables. Il est inacceptable que des enfants meurent dans les écoles par des risques comme ça, par la violence. Je crois que ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de faire venir des responsables d'ailleurs, c'est de discuter avec eux et de remettre de l'ordre dans la gestion des choses qui ne doivent pas être normalement sous leur gestion. Et je crois qu'il faut revoir les choses. Maintenant, en fonction de ça, quand il y a mort d'homme, il y a poursuite. On ne peut pas laisser les choses impunies. Il faut absolument citer les responsabilités et il faut que les coupables payent. À part de là, c'est tout à fait normal qu'il y ait des organisations estudiantiles. Nous en avons fait partie, nous-mêmes, participé à des grèves d'étudiants. Nous avons même eu des enfants qui ont souffert de ce genre de choses. Mais nous ne pouvons pas être à la tête d'une organisation qui prône la violence, qui arrive à des situations telles qu'elles sont aussi. Maintenant, le gouvernement doit apprécier vraiment les troubles de l'ordre public, doit apprécier les nuisances éventuellement faites par l'organisation, mais il est évident qu'une discussion sereine doit être faite entre le gouvernement, l'AEM, les enseignants, les parents d'élèves. Et à part de là, je pense qu'on peut trouver les solutions qu'il faut pour que le calme revienne à l'école. Et que si l'organisation doit continuer, ça doit continuer sur de nouvelles bases. Si elle ne peut pas continuer sur de nouvelles bases, eh bien, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et toutes ses responsabilités. Est-ce que vous rêvez encore d'être président de la République? Je n'ai jamais rêvé. Je crois que j'ai été candidat une fois, deux fois, mais je n'ai pas réussi. Et le combat vaut la peine. Aujourd'hui, notre pays est dans une situation extrêmement grave. Je ne rêve pas pour moi, je rêve pour le Mali. Ce que je souhaite pour le Mali, c'est que le Mali soit en paix. Ce que je souhaite, c'est que le Mali soit mieux géré. Ce que je souhaite, c'est que les enfants du Mali aient du travail. Ce que je souhaite, c'est que les enfants du Mali ne traversent pas les déserts et la Méditerranée pour aller mourir. Ce que je souhaite, c'est que les femmes et les hommes qui vivent au Mali soient fiers de leur pays, aient envie de vivre dans leur pays, aient envie de rehausser l'image de notre pays, qu'ils soient fiers en amour de leur pays. Ce n'est pas un combat d'un individu, ça n'a aucun intérêt. Quel que soit l'individu, il faut qu'il y ait une équipe, il faut qu'il y ait des gens derrière et que notre profession de foi soit partagée, que notre programme soit partagé. C'est à part de là qu'on continue le combat. Je fais un combat politique. Écoute, pour tout homme politique, on a des ambitions d'aller le plus haut possible parce qu'on a des ambitions qu'on pense légitimes et ces ambitions légitimes, on essaie de les faire partager. Mais la décision appartient uniquement au peuple malien et par le vote. Et par le vote,
le peuple malien dit je préfère un tel ou un tel parce que je pense que ce qu'il a proposé peut nous aider. Il peut malheureusement se tromper comme en 2013 où l'illusion a gagné le pas sur la réalité. Mais je pense qu'en 2018, on ne doit plus se tromper, on ne se fera plus du Yabé. Je voudrais d'abord vous remercier pour m'avoir invité sur votre chaîne que je suis. Vous remercier de vos initiatives parce que c'est à travers la presse privée que nous, les opposants, avons plus de chances d'être écoutés, de faire passer nos messages. Nous n'avons pas cette chance sur les chaînes publiques, et contrairement à la loi, nous sommes discriminés. Mais cela étant, je vous remercie pour cela. Ce que je voudrais dire aussi pour finir, c'est que les enjeux sont extrêmement importants en 2018. Il y va fondamentalement de l'avenir de notre pays. Je suis convaincu que rester 5 ans dans l'immobilisme en Corse, rester 5 ans sans vision, sans projet, sans dialogue dans notre pays, c'est la catastrophe qui s'annonce, c'est une somalisation qui s'annonce. Ça, honnêtement, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux même pas, comme vous dites, en rêver, parce que ce serait dramatique, ce serait trahir notre pays. Et ne pas le dire, c'est encore trahir notre pays. Nous devons nous battre tous les Maliens, toutes les Maliennes, pour que ça change dans les 6 mois à venir. Notre pays est en danger. Une grande part de notre pays est un pays où il n'y a plus d'école, il n'y a plus de préfet, il n'y a plus de centre de santé, il n'y a plus de justice du tout, il n'y a pas d'administration. Aujourd'hui, c'est quasiment la loi de la jungle. Quand vous voyagez, vous êtes attaqué. Quand vous arrivez à voyager, à partir de 18h, de Djenné à Kidal, c'est le couvre-feu. Beaucoup de Maliens ne le savent pas. Bamako devient de plus en plus un îlot. N'oubliez pas que la semaine dernière, Marakala a été attaqué tout près de Dessau. Je crois que c'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. Mon message, c'est mobilisons-nous. Mobilisons-nous par notre carte Nina. Mobilisons-nous en mobilisant nos voisins, en mobilisant nos parents, en mobilisant nos amis, pour que notre carte Nina fasse le changement. Et notre carte Nina doit restaurer l'espoir dans notre pays. Nous voulons un nouveau pays, un pays neuf qui part sur de nouvelles bases, sur une bonne gouvernance. Et je crois que la carte Nina est l'arme absolue pour réussir. La carte Nina, c'est notre arme. Je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir donné l'occasion de vous parler et souhaiter à l'ensemble de notre pays une bonne chance et qu'en 2018, en juillet 2018, le changement s'installe dans notre pays, que l'alternance soit vraiment une réalité. Merci beaucoup.